Bonjour, chers étudiants, nous allons aborder aujourd'hui la deuxième partie du chapitre 4 sur la réfraction de la lumière. Et nous allons nous focaliser sur le dioptre sphérique. Pour cette partie sur le dioptre sphérique, nous allons successivement voir des généralités sur le dioptre sphérique, la définition du stigmatisme, la démonstration de la relation de conjugaison, la définition des foyers et leur détermination, la notion de l'avergence, les constructions géométriques et une application sur les foyers secondaires. Pour commencer, je définis un dioptre sphérique comme étant une surface sphérique séparant deux milieux homogènes transparents d'indices différents. Le premier milieu, je l'appelle le milieu d'entrée. Le milieu N', je l'appelle le milieu de sortie. Un dioptre sphérique se définit par un sommet, par un centre et par un rayon CS ou SC. De même, nous remarquerons que pour les dioptres sphériques, nous avons des structures de type concave et des structures de type convexe. Pour la structure de type concave, nous avons la valeur algébrique SC inférieure à 0 et pour la structure convexe, nous avons SC supérieur à 0. De même, un dioptre sphérique peut être convergent si le centre C se trouve dans le milieu d'indice le plus élevé et un dioptre sphérique peut être divergent si le centre C se trouve dans le milieu d'indice le moins élevé. En termes de stigmatisme, je vais essayer de choisir un dioptre sphérique. Je définis les indices d'entrée et les indices de sortie. Je vais choisir un point objet et je vais regarder si l'image de ce point objet dépend de l'angle d'incidence. En effet, je choisis un rayon incident AI sur la surface qui va se réfracter en interceptant l'axe principal du dioptre en A1 selon un angle d'incidence I1 et un angle de réfraction I'1. Maintenant, si je considère le rayon incident AI' avec un autre angle d'incidence I2, je vais avoir une position A2 d'image légèrement différente de A1. Et on remarquera que puisque A1 n'est pas confondu avec A2, le dioptre sphérique ne peut pas être rigoureusement stigmatique pour ce couple de points A1 ou A2. Comme pour tous les autres systèmes, le dioptre sphérique n'est pas un système rigoureusement stigmatique. Cependant, il peut l'être pour des points particuliers tels que son centre C et sa surface S. Nous allons aborder maintenant la démonstration de la relation de conjugaison des dioptres sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss. Et je vais d'abord commencer par rappeler les conditions d'approximation de Gauss. L'objet doit être petit plan perpendiculaire à l'axe principal. Les rayons sont paraxiaux ou bien les angles sont très faibles. Et le système optique, dans ce cas, c'est le dioptre sphérique, est de faible étendue ou l'est de faible ouverture. Alors, je représente sur ce schéma un dioptre sphérique séparant deux milieux homogènes transparents d'indices différents. Et je considère le dioptre convergent puisque n est supérieur à n'. La surface de séparation, le sommet et le centre. Et pour montrer la relation de conjugaison, je vais commencer par prendre un point objet réel et je vais chercher son image. Alors, nous le savons d'après le chapitre 2, pour trouver l'image d'un point A à travers un système optique, il nous faut au moins, à partir d'un point, déterminer l'image à partir de deux rayons incidents provenant de ce point. Donc, si l'objet est réel et on voit un rayon incident AI sur la surface, puisque le dioptre est convergent, le rayon va se réfracter en IA', puisque A' intercepte l'axe principal du dioptre sphérique et le rayon qui vient de A et qui se dirige vers S va intercepter le point A' et A' est alors dit le point image de A à travers le dioptre sphérique. Dans ce cas, A est un objet réel et A' est une image réelle. Je trace la normale
qui passe par C et je vais repérer les angles que j'ai sur cette figure. Donc je commence par le premier, l'angle d'incidence, qui est l'angle AIC. Le deuxième, IAC, et je l'appelle U. L'angle θ, c'est ICS. L'angle U', c'est IA'S. Et l'angle de réfraction I', qui est l'angle entre la normale et le rayon réfracté, comme on peut le voir sur cette partie. Ensuite, je vais représenter la projection orthogonale du point d'incidence sur l'axe principal. Nous remarquons aussi, si je considère les triangles IAC, que la somme des angles égale à pi. Or, nous avons I, l'angle d'incidence, nous avons l'angle U et nous avons cet angle qui est là, n'est autre que pi moins θ. Donc, je vais écrire I plus U plus pi moins θ égale à pi. Ensuite, si je considère le triangle ICA', je vais avoir θ plus U' plus l'angle qui est là, qui n'est autre que pi moins I'. Et donc, je vais écrire θ plus U' plus pi moins I' égale à pi. Donc, si je simplifie par les pi, je vais avoir I égale θ moins U et je vais avoir I' égale θ plus U'. De même, j'ai fait la projection orthogonale de I sur l'axe principal pour justement avoir des triangles qui sont rectangles au point H avec un angle droit de pi sur 2. Donc si je vais dans le triangle IAH, je vais avoir la tangente de U qui devient HI sur AH, HI sur AH, la tangente de θ qui va être HI sur CH dans le triangle ICH, et dans le triangle IHA', je vais avoir la tangente de U' égale HI sur HA'. Ensuite, je reviens sur le schéma et je remarque qu'au point I, j'ai toujours la loi de Descartes qui est validée. Ça veut dire que j'ai n sinus de I égale n' sinus de I'. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, mais je suis dans les conditions d'approximation de Gauss. Ça veut dire que les angles sont très faibles au point de considérer que les angles, leur sinus est égal à l'angle lui-même. Donc je peux écrire de cette relation de Descartes, sinus de I égale à I, donc je peux écrire que n sinus de I égale ni égale à n' et prime. Et puisque j'ai considéré que H est la projection sur l'axe principal et que dans les conditions de Gauss, j'ai considéré que le système optique est de faible étendue, c'est-à-dire comme si sur cette partie-là, autour de S, j'ai un plan tangent et donc si je fais I par projection sur l'axe principal, je vais avoir H confondu avec S. Et dans ce cas, les tangentes qu'on avait définies auparavant vont devenir tangente de U égale sinus de U sur cosinus de I égale à U sur 1, donc c'est U, mais égale à SI sur AS, puisque j'ai remplacé S par H. Aussi, tangente de θ égale à θ égale à SI sur CS, tangente de U' égale à U' égale à SI sur SA'. Rappelez-vous que le S, c'était H auparavant. Bien évidemment, toutes les mesures sont prises algébriques. Ensuite, si je reviens à la relation qui lie les angles I, θ, U, I' et θ et U', je vais remarquer que I qui était égal à θ moins U, I' égale à θ plus U', va me donner que n, d'après Descartes, facteur, l'angle I c'est θ moins U, est égal à n' fois I' qui est θ plus U'. Et là je remarque que dans cette relation 4, j'ai θ qui n'est autre que SI sur CH, j'ai U qui n'est autre que SI sur AS, et j'ai U' qui n'est autre que SI sur SA'. Ce que je vais faire, je vais donc remplacer
dans les expressions que j'ai entre l'équation 1, 2, 3 et 4, je vais tirer la relation suivante. Donc, n facteur de θ moins u, c'est-à-dire n facteur de SI sur CS moins SI sur AS égale à n' facteur de SI sur CS plus SI sur SA'. Et je remarque dans cette équation que j'ai un terme qui est partout. Donc, c'est SI et je vais devoir, dans cette équation, simplifier par SI. Et il me reste Sn facteur de 1 sur CS moins 1 sur AS égale à n' facteur de 1 sur CS plus 1 sur SA'. Et je fais juste un peu de gymnastique de calcul. Je vais garder n sur CS, c'est ce que j'ai écrit là, et je vais ramener ce terme ici. Et donc j'aurai n sur CS moins n' sur CS qui devient n' sur SA', c'est le terme qui restait de l'équation ici, plus le terme qui était là, n sur AS, devient de ce côté plus n sur AS. Et ce terme, cette équation devient n moins n' sur CS égale à n sur AS. Je commence par ce terme, plus n' sur SA'. Et je remarque aussi que n sur AS n'est autre que moins n sur SA. C'est ce que je mets dans la dernière équation et j'aboutis à cette équation qui est n moins n' sur CS égale à n' sur SA' moins n sur SA. Et c'est ce que je note par la relation de conjugaison des dioptres sphériques dans les conditions d'approximation de Gauss avec origine au sommet. Nous verrons tout à l'heure que nous avons d'autres relations, mais la relation avec origine au sommet peut être écrite comme ça ou peut être écrite de cette manière, n' sur SA' moins n sur SA égale à n' moins n sur SC. Après avoir établi la relation de conjugaison, je vais devoir de manière très simple parler des foyers. Dans tous les systèmes optiques sphériques, je vais parler des foyers. Donc le foyer objet et le foyer image. Et pour cela, je considère un dioptre sphérique qui sépare deux milieux homogènes transparents d'indices différents. Je prends le sommet, je prends le C, le centre, et je définis le sens de propagation de la lumière de la gauche vers la droite comme toujours en fait. Alors, je note l'indice d'entrée et je note l'indice de sortie. Et je considère un point objet qui arrive sur B, sur la surface, qui se réfracte en A', parce que j'ai considéré tout simplement que le milieu d'entrée était un milieu supérieur au milieu de sortie, donc le dioptre il était convergent, et dans ce cas je vais avoir A', une image réelle. Alors je rappelle la relation de conjugaison, mais je rappelle aussi une autre relation de conjugaison avec origine au centre. Et donc, à partir de cette relation n' moins n sur SC égale à n' sur SA' moins n sur SA, je peux utiliser la relation de Schall et écrire SC égale à moins CS. Et écrire que SA' égale à SC plus CA' et que SA égale à SC plus CA. Et après un petit calcul, je vais déterminer cette relation qui est n sur CA' moins n sur CA égale à n moins n' sur CS. C'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison avec origine au centre. Rappelez-vous que cette relation diffère légèrement de celle-là parce que je prends l'indice d'entrée et je divise par CA' et non pas CA. Et que quand je fais n', je divise par CA. Ça veut dire n sur la distance entre le centre et l'image, moins n' sur la distance entre l'objet et le centre. Donc, égal à n moins n' sur CS. Maintenant, je vais donner la définition de ce qu'on appelle le foyer objet. Comme tous les systèmes sphériques, les systèmes optiques sphériques, un foyer objet, c'est un point objet pour lequel l'image est rejetée à l'infini. Donc, ça veut dire que si l'objet est au foyer F, A', son image est rejetée à l'infini. En termes de construction géométrique, je prends mon dioptre sphérique, je prends
mon centre c'est mon sommet et je vais considérer un point que j'appelle foyer-objet. Je considère le dioptre convergent dans ce cas. Donc tous les rayons qui vont passer par le foyer vont émerger parallèlement, comme on le voit ici. Et donc A' se trouve à l'infini. Donc si je reviens à la relation de conjugaison, celle-là ou celle-là c'est la même chose avec origine au sommet, je vais remplacer A par F et je vais remplacer A' par l'infini. Et j'aboutis à cette relation qui me donne que SF égale à F égale à NSC sur N moins N'. Et ce petit f s'appelle la distance focale objet. C'est une distance focale, c'est l'appellation, mais dans ce cas, SF est inférieur à 0. Ce n'est pas parce que c'est une distance que c'est supérieur à 0. En optique, pour les foyers, la distance focale peut être positive comme elle peut être négative. Pour le dioptre convergent, la distance focale objet est inférieure à 0 et c'est égal à NSC sur N moins N'. La même chose on va faire pour le foyer image. On définit un point foyer image, un point image pour lequel l'objet est plutôt à l'infini. Et donc je remplace toujours dans l'équation et je vais aboutir à la relation de f', la distance focale image, égale à sf' égale à n' sc sur n' moins n. Donc remarquons que dans ce cas f' qui est sf', valeur algébrique bien sûr, est supérieur à 0. Pour ce dioptre qui est convergent, et on va revenir parce que je vais l'expliquer convenablement, pour le dioptre convergent, SF' est supérieur à 0. Donc, je peux dire que pour le dioptre convergent sphérique, F est négative et la distance focale est négative et l'objet et la distance focale image est positive. Alors, maintenant, nous allons introduire la notion de dioptre convexe et la notion de dioptre concave et leur rapport avec quand c'est convergent et quand c'est divergent. Et je vais considérer deux configurations. Donc, on considère une configuration d'un dioptre sphérique de type concave et une configuration d'un dioptre sphérique convexe. Et je remarque que SC, valeur algébrique inférieure à 0, le dioptre ici est concave. Et là, SC supérieur à 0, le dioptre sphérique est dit un dioptre sphérique convexe. Bon, j'ai considéré que l'indice d'entrée est supérieur à l'indice de sortie, donc ce dioptre-là est un dioptre convergent. Et j'ai considéré que le point C se trouve dans le milieu d'indice le plus faible, ça veut dire que ce dioptre est divergent. Donc on va dire que dans ce cas, et uniquement dans ce cas, et ce n'est pas général, que ce dioptre concave, on l'a choisi convergent, et que ce dioptre convexe, nous l'avons choisi divergent. Ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir, bien évidemment, d'autres cas. Alors, pour le concave et convergent, où sont les F et les F'? Comme on l'avait dit pour la partie des foyers, le point F et le point F', ce sont deux points qui sont réel, parce que ce point c'est un point objet réel, ce point c'est un point image réel, et il se trouve de part et d'autre. F se trouve dans cet espace parce que SF doit être inférieur à 0, c'est petit f, et SF' doit être supérieur à 0 parce que c'est la distance focale, image pour un dioptre convergent, est supérieure à 0. Donc nous remarquons qu'il est concave et il est convergent. Alors l'autre cas, ce convexe qui était divergent, ne remarquant que son foyer objet, il est dans cet espace des objets virtuels. Donc le point F est bien un objet virtuel pour ce système divergent. Et F', c'est bien aussi une image qui est virtuelle pour ce système qui est divergent. Donc il est convexe, il est divergent, et que petit f est supérieur à 0. Donc c'est l'inverse de cette situation. Donc ce point et ce point, objet réel, foyer objet virtuel et foyer image virtuel. Donc f et f' dans le convergent, les deux sont réels, et f et f' pour le divergent, les deux sont virtuels. Maintenant, si je considère l'indice d'entrée plus petit que l'indice de sortie, ce concave va être divergent. Et si je considère aussi le milieu d'entrée est plus petit que le milieu de sortie, eh bien ce convexe va être l'inverse et va être convergent. Maintenant, j'aborde la notion de ce qu'on appelle la vergence des dioptres sphériques. C'est un concept intéressant parce qu'on va l'aborder dans le chapitre 5, les systèmes centrés et les lentilles.
Donc, je commence par prendre un dioptre sphérique séparant deux milieux homogènes transparents d'indice n et n', et je vais encore rappeler la relation de conjugaison des dioptres sphériques avec origine au sommet. Alors, pour définir la vergence d'un dioptre, j'ai besoin de définir la vergence de l'objet. C'est un concept intéressant parce qu'on va l'aborder dans le chapitre 5, les systèmes centrés et les lentilles. Donc, je commence par prendre un dioptre sphérique séparant deux milieux homogènes transparents d'indice n et n', et je vais encore rappeler la relation de conjugaison des dioptres sphériques avec origine au sommet. Alors, pour définir la vergence d'un dioptre, j'ai besoin de définir la vergence de l'objet et la vergence de l'image. Donc, la vergence de l'objet peut être définie comme étant n sur SA, en valeur algébrique, et la vergence de l'image comme étant n' sur SA'. En d'autres termes, c'est l'indice d'entrée sur SA, et c'est pour l'image, c'est l'indice de sortie. C'est pour ça que je préfère travailler avec l'indice d'entrée et l'indice de sortie. C'est plus simple parce que ça suit l'entrée et la sortie de la lumière en optique. Et remarquons que cette vergence a comme unité le mètre moins 1 parce que c'est juste l'inverse d'une distance. Maintenant, j'arrive à la partie sur les constructions géométriques et je considère deux dioptres, un convergent et l'autre divergent, toujours séparant des milieux homogènes transparents d'indices différents avec un sommet et avec un centre, et je définis obligatoirement le sens de propagation et je différencie entre la valeur des indices. Donc, pour un dioptre convergent, tous les rayons qui arrivent de l'infini vont passer par le point F'. Tous les rayons qui passent par le foyer objet vont sortir parallèlement, mais surtout, tous les rayons qui passent par le centre, parce que ça c'est un point invariant qui réalise le stigmatisme parfait. Tous les points qui passent par C vont partir sans changer de direction. Donc, que ce soit celui-là ou d'autres. Alors, pour un divergent, le même principe au fait, sauf qu'on est dans des espaces où nous allons introduire des notions de virtuel beaucoup plus que la notion d'objet et d'image réelle. Donc, tous les rayons qui vont venir parallèlement vont émerger en ayant le prolongement par F', et tous les rayons qui vont avoir une direction vers le foyer vont sortir parallèlement. Mais tous les rayons qui vont passer par le centre ne vont pas changer de direction. Voilà ce qu'on appelle, pour le convergent, le foyer, objet et image, et ça je l'avais rappelé, des points qui sont réels. Et pour le divergent, le foyer objet et le foyer image, ce sont tous les deux des points qui sont comptabilisés virtuellement. Maintenant, la toute dernière partie de ce chapitre sur la notion de foyer secondaire. Alors, pour ce faire, je considère un dioptre sphérique divergent de type concave qui sépare deux milieux d'indices n et n'. J'ai considéré que n est plus petit que n'. Je repère le sommet, le centre et le foyer image et le foyer objet. Puisque c'est un dioptre divergent, vous avez f et f', comme on vient de le rappeler, qui sont deux points qui sont virtuels. Je trace le plan focal objet aussi. Alors, j'ai choisi de faire une application sur les foyers secondaires pour le cas d'un dioptre divergent pour compliquer un tout petit peu. Le problème, quand on fait le cours, on travaille toujours sur des configurations simples, telles qu'un dioptre concave et convergent. Et dans ce cas-là, vous avez bien remarqué que je vais définir une nouvelle notion de foyer secondaire. Et je voudrais d'abord insister sur le fait que F que nous avons là est un point foyer-objet virtuel, parce que le système, il est divergent. Alors, je ne parle pas de ce point-là, je parle d'un autre point, parce que ce point, c'est un foyer principal. Alors, l'autre point qui s'appelle foyer secondaire, c'est un point qui va être situé sur ce plan focal objet. Et sur ce plan focal image, nous allons avoir des points aussi qui peuvent être des foyers secondaires, mais image. Alors, je voudrais regarder ce qui se passe si une lumière arrive sur la surface
mais ce n'est pas une lumière qui arrive parallèlement pour éviter de parler et de choisir les points particuliers qui sont le foyer objet image. Ce n'est pas un rayon qui passe par S et ce n'est pas un rayon qui émerge parallèlement. Donc j'ai choisi un cas de rayon quelconque et je dois regarder comment ce rayon va se réfracter dans la situation d'un système divergent. Alors, la première des choses, c'est que je prends un rayon quelconque, parallèle, qui se réfracte en ayant un prolongement par f', puisque nous sommes dans le divergent, je rappelle que f' est virtuel. Et deux, je vais choisir un autre rayon qui passe par le centre et qui, lui, ne change pas de direction. Alors, pour trouver la réponse à ma question, j'ai besoin de faire le prolongement de ce rayon en pointillé. C'est ce que je vais faire ici. Alors, quand je fais le prolongement, ce rayon incident à S va croiser un rayon qui se réfracte, mais qui vient de C, et qui va rencontrer aussi un rayon parallèle qui vient de l'infini. Et donc, ce point qui se trouve sur le plan focal objet et qui n'est pas confondu avec F, on l'appelle le foyer secondaire. Alors, quelle est sa propriété? Alors, tous les rayons qui viennent de cet espace et qui ont un prolongement, parce que le dioptre, encore une fois, est divergent. Si c'était convergent, c'est très simple. Tous les rayons qui vont avoir un prolongement en pointillé et qui croisent un point sur le plan focal objet et qui est le foyer secondaire vont émerger parallèlement au rayon qui va venir de C mais qui intercepte le même point G qui est le foyer secondaire. Donc ce rayon AS va se réfracter en ayant une direction parallèle au même rayon qui passe par C, mais qui intercepte avec lui le point foyer secondaire. La même chose pour ce rayon, et si vous prenez tout autre rayon, c'est le même principe. J'ai volontairement choisi un cas de dioptre sphérique divergent. Pour le cas du dioptre sphérique convergent, la situation est beaucoup plus simple. Par transposition, vous allez devoir y arriver. Ainsi se termine cette partie sur le dioptre sphérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour entamer le chapitre 5 sur les systèmes centrés et leur application sur les lentilles et les doublés de lentilles. Voilà, je vous remercie.